Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour cet épisode 3 de House of the Dragon, saison 2, 100% spoilers, et quand je dis 100% spoilers, je vais aussi spoiler Game of Thrones, la dernière saison. Donc si vous n'avez pas vu Game of Thrones, la dernière saison, quittez cette vidéo, parce qu'il y a énormément de choses à dire par rapport à Game of Thrones, par rapport à la prophétie du prince qui fut promis, qui est centrale dans cet épisode. C'est la chose la plus importante de l'épisode, même s'il se passe pas mal de choses dans cet épisode, ça commence à se décanter. Alors, toujours, avant de rentrer dans les révélations de cet épisode, toujours cette frustration qu'il n'y ait pas assez d'action, mais bon, il va falloir s'y faire, malheureusement. Je pense que sur la première partie, c'est-à-dire les 4 premiers épisodes, puisque là on en est déjà au 3e, la semaine prochaine ce sera déjà la moitié de la saison 2, il n'y a eu que 8 épisodes sur cette saison 2, il y a très peu d'action. Alors il y a de l'action mais ponctuellement, de temps en temps, voilà, quelques morts, mais ça reste, c'est pas de la bataille, et c'est pas non plus des assauts entre armées, ou alors c'est hors champ comme en début de cet épisode, avec une bataille sanglante entre les Nerbosques et les Bracken, et dont on voit juste le résultat final. On voit pas la bataille. Bon, en même temps, c'est pas la bataille la plus importante, celle qui nous intéresse dans la série, c'est entre les Targaryens, et pour l'instant, il y a beaucoup d'hésitation de la part des deux côtés de se livrer à la guerre, même s'il y a cette envie de se livrer à la guerre, mais on ne le verra pas dans cet épisode. Je pense qu'on ne le verra pas non plus la semaine prochaine, et que ça va être vraiment sur la deuxième et dernière partie de saison 2. C'est un regret pour moi, je continue à dire que c'est un peu trop calme. On n'oublie pas quand même que dans Game of Thrones, ça bougeait beaucoup plus, on voyait beaucoup plus d'armées, et on voyait surtout beaucoup plus de paysages. Et là, c'est une des frustrations que j'ai lorsqu'on voit d'autres paysages que Port-Réal ou Père-Dragon. On les voit très très peu de temps. Ça, c'est vraiment dommage. Mais bon, surtout vu le budget de la série, on sent qu'ils ont un budget. On pourrait faire un détour un petit peu pour nous montrer la grandeur des paysages de Westeros. Mais bon, c'est comme ça, il va falloir s'y faire. Alors, première chose, dans cet épisode, on voit un petit peu les différents alliés, d'un côté de Rhaenyra, de l'autre de Alicent, enfin surtout de Aegon, les différents alliés qui eux aussi sont chauds bouillants pour se mettre sur la tronche, comme justement les Nerbosques et les Bracken en début de ces différentes maisons de Westeros qui sont voisines. Ils veulent se mettre sur la tronche et ils attendent juste un prétexte. Et voilà, on sent les différents seigneurs de Westeros qui veulent entrer dans la guerre, et qui pressent les différentes parties targaryennes d'entrer dans la guerre. Donc ça, c'est intéressant. Et on a vu d'ailleurs dans le premier épisode les Stark. J'espère qu'on les reverra dans cette saison. Il faut qu'on les revoie dans cette saison, ils sont importants quand même. Ça, c'est le prologue, on va dire, c'est la première chose. Ensuite, on continue avec Rhaenyra, puisque la semaine dernière, on avait les deux jumeaux, Arik et Eric, qui s'entretuaient. Donc là, c'est l'enterrement des deux. Et Rhaenyra qui prend des décisions pour assurer quand même la survie de sa maison, parce qu'elle se dit que ça sent mauvais, qu'elle a été elle-même en danger, qu'elle a frôlé la mort de près. Donc elle envoie Rhaena, donc Rhaena Velaryon. Elle l'envoie avec normalement, si j'ai bien compris, son petit Aegon, donc le fils de Rhaenyra, si j'ai bien compris, ainsi que les autres enfants. Elle les envoie alors chez Jen Arryn pour les protéger. Et elle les envoie avec une caisse où il y a 4 œufs de dragon. Alors, j'ai regardé, j'ai lu pas mal de choses sur internet, j'ai passé plusieurs heures à lire pour essayer de bien comprendre tout ce qu'il y avait dans cet épisode, les différences avec les livres. Et ces œufs de dragon, on rappelle, on est 200 ans avant Game of Thrones, ces œufs de dragon, il y en a 4, et il y en a 3 qui deviendront des œufs de pierre et qui seront donnés à Daenerys, et ce seront les 3 dragons de Daenerys. Donc il y en a un des 4 de ces œufs qui deviendra un dragon, je crois, pour Rhaena, et les 3 autres qui seront les dragons qui seront donnés à Daenerys plus tard, au tout début de Game of Thrones. Donc c'est un clin d'œil qu'il n'y a apparemment pas dans les livres et qu'il y a dans la série, et je trouve ça génial.
de faire le lien avec Game of Thrones. Et il y a beaucoup de liens avec Game of Thrones dans cet épisode. Surtout à la fin, comme on avait en saison 1 avec le prince qui fut promis, mais je vais y revenir parce que c'est la chose la plus importante. Et donc voilà, je trouve que c'est vraiment un bon clin d'œil et ça rajoute un petit peu du mystique aussi. Puisque voilà, on se dit, on est quand même 200 ans avant. Ces dragons, ils sont très importants aussi dans l'intrigue et la prophétie du prince qui fut promis, puisqu'ils sont nés de la pierre. Donc voilà, c'est franchement intéressant. On sent que George R. R. Martin, il a rajouté des choses dans la série pour faire le lien avec Game of Thrones, pour que ce soit plus évident pour nous pour comprendre. Après, j'ai une énorme frustration, mais pas par rapport à House of the Dragon, mais je vous le dirai. Et je pense que quand je vois House of the Dragon, et plus je vois House of the Dragon, plus je me dis que la dernière saison de Game of Thrones, elle est tellement foirée, mais tellement, et pourtant je l'ai bien aimé, je l'ai défendu. Mais plus je vois House of the Dragon et le potentiel qu'il y a, et plus je me dis que la dernière saison de Game of Thrones, c'est un foirage complet scénaristique. Mais bon, on y reviendra dans la deuxième partie de cette vidéo. Je pense que ça va durer un petit peu plus longtemps que les autres vidéos que j'ai faites. Et ensuite, donc, on voit à Port-Réal Aegon Targaryen qui est très mal conseillé et qui est un peu lâche. Et donc, Tom Glencarney, je crois que c'est le nom de l'acteur qui fait Aegon, qui ne m'avait pas du tout convaincu sur le premier épisode, qui m'avait beaucoup plus convaincu la semaine dernière, et bien là, je trouve qu'il est excellent. Mais vraiment, il est excellent. On voit la lâcheté, la peur du personnage, et en même temps, on voit sa cruauté, la manière dont il humilie son frère dans un bordel. Donc, Aemon, on l'avait vu, Aemond, avec la prostituée chez qui il va depuis qu'il est gosse, et chez qui il continue d'aller. Et là, on a Aegon avec sa cour qui va justement dans ce bordel-là et qui découvre son frère et qui l'humilie devant tout le monde. Donc on voit que le personnage est vraiment une sombre merde en fait, ouais, il faut le dire. C'est un personnage qui passe son temps à humilier les autres, qui n'a pas de courage, qui se prend pour quelqu'un de courageux, mais qui est un lâche. En tout cas, c'est comme ça qu'il nous est montré dans la série. Et je trouve que l'acteur le joue très très bien. Voilà. Il joue bien ce grain de folie assez imprévisible, comme lorsqu'il y a certains de ses amis qui sont dans sa garde rapprochés, qui font une blague et qui se met à les regarder d'un air menaçant, sans rire du tout. Et finalement, pour lâcher un rire, on sent que le mec est très imprévisible et qui pourrait avoir des coups de folie. Mais bon, en même temps, dans cette famille de consanguins, c'est un petit peu normal la folie. Chez eux, c'est dans l'ADN. Donc voilà, c'est vraiment très intéressant tout ça. Daemon Targaryen, qui depuis l'épisode précédent est en froid avec Rhaenyra, après leur engueulade justifiée à propos de ce qui s'est passé en fin d'épisode 1, c'est-à-dire qu'il a pris l'initiative de faire tuer Aemond, mais ça s'est révélé être le petit, je crois, Géris, il me semble. J'ai du mal avec les noms, il y a tellement de noms dans cette série. Bon, en tout cas, le gosse, là, qu'ils ont coupé la tête. Et du coup, il s'était embrouillé, Daemon s'était embrouillé avec Rhaenyra à propos de cette initiative catastrophique. Et depuis, il a pris son dragon et il parcourt Westeros. Et là, il est allé pour récupérer Harrenhal. Harrenhal qui est une ruine. C'est vraiment, ils doivent avoir des gros problèmes de chauffage là-bas. Hein. Ça doit pas être au niveau énergétique, le DPE doit être très mauvais et donc on le voit dans ce château où tout le monde en fait attend un Targaryen pour ployer le genou parce que ils sont tellement à la ramasse les pauvres qu'ils ont du mal encore à se faire des repas et à se chauffer. Donc voilà, quand il arrive, il est accueilli tout de suite, il n'a même pas besoin de demander, les mecs ils ploient le genou devant lui. Il arrive tout seul pour conquérir voilà, ce grand château qui est, je crois, une des plus grandes cités, un des plus grands châteaux de Westeros. Mais ce qu'il y a de plus intéressant, bon, outre le fait que Matt Smith a un charisme de fou, en plus son armure c'est une des plus belles de la série, elle est massive, elle est vraiment, on sent que les armuriers ils ont fait un très bon boulot, son armure est vraiment exceptionnelle.
Mais ce qui est le plus important, c'est qu'il rencontre un personnage en toute fin d'épisode qui lui prédit sa mort. Il la rencontre dans un endroit où il y a une sorte de petit bois sacré où il y a un baral. Je crois que c'est un baral, les arbres sacrés. Un peu comme on a dans le jardin des Stark à Winterfell, mais en plus petit ici, avec moins boisé, juste un seul arbre. Et ce personnage étrange vêtu de noir, cette femme aux longs cheveux noirs, lui dit: c'est ici que tu mourras. Je ne vais pas vous spoiler pour ceux qui ne savent pas enfin, ce qu'il arrive à Daemon Targaryen dans les livres. Je ne vais pas vous spoiler, mais Arenol est important et cette femme aussi. Et cette femme, en me renseignant, parce que je me disais, cette femme, ça me dit quelque chose. J'ai déjà lu ça et c'est Alice Rivers. C'est Alice Rivers et elle est extrêmement importante pour la suite. C'est une sorcière, c'est une bâtarde, c'est une sorcière avec des pouvoirs très puissants et elle est assez importante dans les livres. J'en dirai pas plus pour l'instant, j'attends que la série nous en révèle un peu plus, mais vraiment Alice Rivers, renseignez-vous sur ce personnage si vous voulez savoir. C'est un personnage très important. Je dirais pas qu'elle est aussi puissante que Mélisandre, mais c'est quand même une sorcière extrêmement puissante. Voilà. Donc Alice Rivers, dont on ne nous dit pas le nom, mais c'est bien elle dans la série qui fait son introduction. Je pense que j'ai dit à peu près les principaux éléments et puis d'autres personnages qui nous sont présentés, qui sont plutôt importants mais dont j'ai pas retenu les noms. Mais je retiens, moi, mon personnage préféré, je vous l'ai dit la semaine dernière, et encore une fois dans cet épisode, pour moi c'est la meilleure, mais vraiment, elle est de loin mon personnage préféré, c'est euh, Rhaenys. Rhaenys qui a une sagesse, une douceur et en même temps une force. Elle conseille Rhaenyra parfaitement à chaque fois. Elle est la douceur et en même temps elle en impose aussi au conseil de Rhaenyra quand elle les tacle en leur disant de ne pas oublier à qui il s'adresse. Rhaenys, elle est vraiment très avisée. J'adore ce perso et surtout, j'aime énormément l'actrice Eve Best qui l'incarne. Je trouve que c'est le meilleur choix. Vraiment, Rhaenys, pour moi, elle survole la série. Elle a même pas besoin de parler. Elle impose du charisme et de la sagesse. Vraiment, ce perso, je trouve qu'il est formidable. Formidablement écrit. Bien évidemment, on a Corlys, qui est lui aussi très bon, même s'il est un peu en retrait pour l'instant dans cette saison, dans ces 3 premiers épisodes. Et puis Kristen Cole. Kristen Cole qui doute beaucoup, on le voit pas forcément apeuré, mais pas sûr de lui, qui est maintenant la main du roi à la place de Otto, et qui propose au roi qui accepte d'aller rallier certains lieux, justement de récupérer certains lieux, de les conquérir et de les rallier pour le compte du roi. Et il est accompagné par le frère de Alicent. Ils vont partir et en chemin, ils vont se laisser prendre à découvert par Bella Velaryon sur son dragon qui va les traquer mais finalement perdre leurs traces puisqu'elle va survoler les bois et eux ils vont se cacher. Donc on sent qu'il commence à faire des erreurs et qu'il commence à plus être sûr de lui le Kristen Cole. C'était intéressant, ça a amené un petit peu d'action dans l'épisode. J'aurais bien aimé que voilà, Bella sur son dragon elle crame toute la forêt, qu'il y ait eu un peu plus de bataille, mais bon, c'est comme ça, c'était juste un petit apéro, on va dire, en termes d'action, mais c'est bien, parce qu'on a des vues aériennes. Enfin, on sort de Port-Réal et de Père-Dragon, donc ouais, on a des forêts à perte de vue. Ça fait du bien, ça fait respirer tant mieux. Et puis on a le plus important, c'est-à-dire Rhaenyra qui demande à Mysaria, qui est devenue sa femme de confiance, euh, magnifique Sonoya Mizuno, hein, magnifique cette actrice, euh, on a Rhaenyra qui lui demande comment elle pourrait s'infiltrer à Port-Réal pour aller parler à Alicent en raison de leur ancienne amitié, parce qu'elle a encore de l'amitié pour Alicent et elle est convaincue que Alicent veut éviter la guerre tout comme elle. Et d'ailleurs, Emma Darcy, irréprochable elle aussi, on sent que Rhaenyra elle veut vraiment éviter le conflit.
Et à la fin, donc, elle se fait passer pour une septa. Elle entre dans, si je me trompe pas, soit les septuaires de Bélor, soit un truc comme ça, enfin un endroit pour aller prier. Et elle va à la rencontre de Alicent. Elle s'approche et elles ont une discussion. Et là, elle lui demande donc de faire en sorte qu'il y ait une paix, d'éviter cette guerre sanglante qui est à venir, qui ne sera pas évitée, mais surtout, elle lui dit, je suis la reine légitime, pourquoi tu as fait en sorte que ce soit mon frère, Aegon. Et là, elle lui parle des derniers instants, des dernières paroles de Viserys qu'on avait dans la saison 1. Et vous le savez, j'avais dit ça en vidéo et surtout en live avec les copains. Allez revoir les lives et les vidéos. On avait dit c'était le moment charnière. C'est à partir de là, de cette mauvaise interprétation des paroles de Viserys, que tout le reste va suivre et que la guerre va s'enclencher. Et là, on nous parle du prince qui fut promis. On nous en parlait déjà à travers Viserys et ses paroles dans la saison 1, qui parlait de la chanson A Song of Ice and Fire à sa fille, donc à Rhaenyra quand elle était jeune, Millie Alcock, qui d'ailleurs fait un caméo en vision à Harrenhal dans la tête de Daemon. Donc je sais pas trop pourquoi ils ont fait ce caméo, mais s'ils l'ont fait, c'est que ça doit être important pour le scénario. Mais bon, c'est surtout pour les fans, pour revoir Millie Alcock, parce qu'il y en a qui sont très fans, et je le sais, même parmi vous. Euh, le prince qui fut promis, Song of Ice and Fire, je crois que, de ce que j'ai lu, c'est pas dans les livres Feu et Sang, Fire and Blood, mais ça a été apporté pour la série. Bien sûr, ça fait partie de la mythologie Game of Thrones, mais ça a été apporté dans la série. Et pour moi, c'est le meilleur ajout possible, et ça fait le lien direct avec Game of Thrones. Et c'est justement le prince qui fut promis, Aegon, dont parle Viserys, qui fait que Alicent interprète mal puisqu'elle ne connaît pas cette prophétie. Cette prophétie, seul Viserys en a parlé à Rhaenyra. Et Rhaenyra, elle comprend dès lors, à la fin de l'épisode, que toute cette guerre provient d'un malentendu, d'un quiproquo, du fait qu'elle connaît la prophétie et pas Alicent. Ce qui ne va pas empêcher Alicent de ne pas reconnaître son erreur, de quitter Rhaenyra, et on sent que la guerre est inévitable parce que Alicent, elle est trop fière et trop entêtée pour reconnaître son erreur. En même temps, si elle le reconnaissait, il y aurait plus de série. Mais bon, le prince qui fut promis, il faut qu'on en parle. C'est de ce que l'on pense dans les livres Game of Thrones, Azor Ahai. Azor Ahai, qui est une prophétie millénaire du temps de Aegon le tout premier. Et c'est lui, il me semble, qui a fait cette prophétie. Euh, le guerrier de la lumière qui doit revenir lorsque les ténèbres se regrouperont, qui est né sous le passage d'une étoile de sang. Donc on pense dans la série Game of Thrones de la comète que l'on voit plusieurs fois dans Game of Thrones. Rappelez-vous la comète rouge sang qui passe dans le ciel. Et donc ce guerrier qui fut promis, qui doit être normalement un Targaryen, il y a quand même énormément d'interprétations, et je vais vous en parler rapidement, mais je vais surtout vous dire où trouver tous les détails. Euh, ce guerrier qui fut promis, on a Mélisandre qui pense que c'est Stannis, et ensuite elle pense que c'est Jon Snow. Ce guerrier qui fut promis, euh, c'est une prophétie qui passe de Targaryen en Targaryen jusqu'à Aerys II, le roi fou, qui est marié à Rel, qui ont Rhaegar, et ils pensent que c'est Rhaegar, ce prince qui fut promis. Rhaegar Targaryen, qui est le personnage le plus important de la série Game of Thrones, puisque c'est le vrai père de Jon Snow, le vrai père de Aegon Targaryen, puisque Jon Snow, c'est Aegon Targaryen, son nom. Et donc, Rhaegar a un fils qu'il nomme Aegon. Et ensuite, il a Jon Snow, qui l'appelle aussi Aegon, avec Lyanna Stark. C'est le gros secret de Game of Thrones, qui fait qu'on apprend à la fin de la série que Jon Snow est en fait le deuxième fils de Rhaegar Targaryen, puisque le premier fils, Aegon, qu'il a eu, il me semble, avec Elia Martell,
est mort. Il s'est fait éclater la tronche par Gregor Clegane, je crois, il me semble. Je sais plus si c'est Sandor ou Grégor, mais je pense que c'est Grégor la montagne. Or, Rhaegar pensait que c'était son fils Aegon qui était réellement le prince qui fut promis. Mais le petit s'est fait éclater. Et ensuite, il a eu un autre fils en secret, un autre Aegon, qui est en réalité Jon Snow. Et Mélisandre va penser par la suite, en apprenant, en voyant des visions, en demandant à R'hllor, le dieu de la lumière, de lui montrer le prince qui fut promis, et elle a en vision Jon Snow, elle va penser que c'est Jon Snow. Et nous, avec tous les éléments que l'on a, on pense aussi que c'est Jon Snow. Même si dans la série, il y a aussi tous les indices pour que ce soit Daenerys, puisque Daenerys, elle a à peu près tous les éléments de la prophétie qui coïncident, sauf que c'est une femme au lieu d'un homme, mais une mauvaise interprétation de la prophétie fait qu'on pense que c'est un homme, mais ça pourrait être pas seulement un prince, mais une princesse. Et là, la saison 8, qui est une immonde daube en termes de scénario par rapport à la prophétie, même si visuellement et au niveau de l'action c'est excellent, pour moi ce qui se passe dans la saison 8 c'est très bon, mais au niveau du scénario c'est un foirage total, et ça on le doit à David Benioff et Dan Weiss, c'est leur faute à eux, eh bien ils ont fait de Arya Stark le prince qui fut promis, ce qui est n'importe quoi, ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens, zéro sens du tout. C'est pas une Targaryen, elle a pas illumination, alors oui même donc l'épée illumination qui est censée être brûlante et avoir plongé dans le cœur de Nissa, la femme de la bien-aimée de Azor Ahai, donc elle a juste la dague agnacier valyrien et elle plante le roi de la nuit dans l'épisode La Longue Nuit. Et donc, Azor Ahai, le prince qui fut promis, qui est censé délivrer le monde des ténèbres, c'est lui qui est censé, ce qu'on pense que les ténèbres, on pense que les ténèbres c'est le roi de la nuit et son armée, c'est lui qui est censé détruire le roi de la nuit. Et là, ils nous ont mis Arya Stark avec cette espèce de dialogue éclaté, mais complètement éclaté de Mélisandre qui dit oui, tu as fermé des yeux de différentes couleurs et les seuls yeux que tu as pas encore fermés, c'est des yeux bleus et les yeux bleus, c'est les yeux du roi de la nuit. C'est n'importe quoi. Franchement, c'est n'importe quoi. Ça n'a aucun sens. Ça n'a pas de sens. Ça correspond même pas à la prophétie. Mais bon, ils ont fait de Arya Stark, qui par ailleurs est un excellent perso, le prince qui fut promis. Donc, en fait, toute cette prophétie de House of the Dragon, du prince qui fut promis, qui passe de Viserys à Rhaenyra, et qui va passer à d'autres, d'après la série Game of Thrones, ce serait à la fin Arya Stark. C'est impossible. C'est impossible que ce soit Arya Stark. Alors, comment faire? Est-ce que c'est Jon Snow? Puisque Rhaegar Targaryen pensait que c'était Aegon, mais que son petit Aegon a été tué, la seule personne qui reste, étant donné que Daenerys est morte, ce serait Jon Snow. Sauf que, et c'est là où il faut avoir lu la fin du tome 5, je l'avais lu à l'époque de Game of Thrones quand on attendait la dernière saison, j'avais lu les dernières pages du tome 5, le premier fils de Rhaegar et Elia Martell, donc Aegon Targaryen, soi-disant mort, n'est pas mort. Et ce serait Griff le jeune, un bâtard apparemment, et ce serait Varys qui aurait caché ce petit Aegon avant qu'il soit tué. Enfin, c'est un autre enfant qui aurait été tué à la place. Et ce petit Aegon a grandi sous l'identité de Griff le jeune, et il est parti, je crois, à Essos, me semble, et il a été instruit dans toute la connaissance de Westeros, et dans les livres, il croise le chemin de Tyrion, qui reconnaît en lui Aegon Targaryen, il se fait connaître comme Aegon Targaryen, prétendant légitime, encore plus légitime que Daenerys et Jon Snow, puisqu'il est né avant Daenerys et Jon Snow. Sauf que c'est là où s'arrêtent les livres. C'est là où on va dans l'os parce que les livres s'arrêtent à la fin du tome 5. Et il me semble que dans les dernières paroles, il est dit Aegon est en vie. C'est un jeune homme aujourd'hui qui est fort, qui est puissant, qui a été instruit et il n'est pas mort. Et c'est les dernières paroles du tome 5. Et on attend toujours le tome 6.
George R.R. Martin qui s'intéresse plus à faire des séries qu'à écrire le livre et qui nous a toujours pas pondu le tome 6 alors qu'on l'attend déjà depuis 2019 et il aurait déjà dû le sortir en 2020, 2021, 2022. On va être en 2025, le livre sera toujours pas sorti, en espérant qu'il le sorte avant de mourir quand même, parce qu'on lui souhaite une longue vie à George R.R. Martin, surtout qu'ensuite il a envie d'enchaîner avec un tome 7, un rêve de printemps, et un tome 8 qui n'a pas de titre, potentiellement un tome 8, et il a même pas fini le tome 6, les vents de l'hiver. Sauf qu'en plus, ce qu'il a dit, c'est que dans le tome 6, les événements différeront de la saison 8. Donc comment on va faire? Comment on va faire, sachant que dans les livres, bon, Daenerys est toujours en vie, Jon Snow, son identité n'a pas encore été révélée, et que justement, il y a ce Aegon Targaryen qui s'est fait passer pour Griff le Jeune, qui est bel et bien vivant, et qui se révèle être Aegon, le fils de Rhaegar, et qui se révèle à plusieurs personnes, et qui est reconnu comme le roi légitime des 7 couronnes. Donc, est-ce que ça va être lui, Azor Ahai? Est-ce que ça va être Daenerys? Est-ce que ça va être Jon Snow? Est-ce que ça va être quelqu'un d'autre? Ou est-ce que les livres vont faire la même chose que la série Arya Stark? Je pense qu'il n'y a aucune... C'est absolument pas possible. Et c'est là où je vous dis mon immense frustration. Pourquoi on n'a pas la série sur Jon Snow? Mais c'est la chose à faire. Il y a tous les éléments qui sont là pour nous donner un vrai dénouement. La série sur Jon Snow, c'est ce qu'il fallait faire. Déjà, ils nous ont annulé Blood Moon, où on aurait pu voir les origines du roi de la nuit. On aurait pu voir les origines des Stark, des origines du mur. C'était la chose la plus intéressante qui est, pour creuser la mythologie. Bon, on a House of the Dragon, qui est très intéressante, mais qui est très politique. Il y a assez peu de mysticisme, mis à part dans cet épisode où on nous rappelle la prophétie. Mais pourquoi ils font pas cette série sur Jon Snow pour rectifier la saison 8, qui est une purge en termes de scénario, qui est très bonne en termes d'action, mais une purge en termes de scénar, parce que on a potentiellement un autre roi de la nuit en la personne de Bran Stark, qui a été touché par le roi de la nuit et qui pourrait très bien devenir un nouveau roi de la nuit. C'est tout à fait possible, puisqu'en plus, il peut voir les choses, il peut voir ce qui se passe, c'est un clairvoyant, il peut voir tout ce qui se passe, ça peut être un ennemi le plus dangereux de tout l'univers Game of Thrones, potentiellement. Daenerys, certes, elle est morte, mais elle a été amenée par Drogon, je crois que c'est Drogon, il y a tellement de dragons là-dedans, je me souviens plus des noms, mais elle a été amenée par Drogon à Pentos, et on sait que là-bas, même si Mélisandre elle est morte dans la série, on sait que là-bas il y a des prêtresses rouges qui font des résurrections. Donc on pourrait potentiellement avoir Daenerys ressuscité. Jon Snow qui est maintenant au-delà du mur, bel et bien vivant. Et dans les livres, on a le vrai Aegon, le premier Aegon Targaryen, fils de Rhaegar et Elia Martell, dans les livres, qui est vivant. On pourrait tellement faire de bonnes choses avec la série Jon Snow. On pourrait avoir l'accomplissement réel de cette prophétie dont on nous parle dans House of the Dragon. On pourrait corriger toutes les erreurs qui ont été faites dans la dernière saison de Game of Thrones. On pourrait avoir un récit beaucoup plus large. Un retour de Arya Stark, Sansa qui est la reine du Nord. On pourrait faire revenir énormément de personnages. On pourrait avoir un antagoniste de fou. On pourrait avoir des résurrections, des dragons, de nouveau des choses qui se passent au-delà du mur. Et enfin, adapter les prochains tomes. C'est ça qu'il faut faire. C'est pas des séries dont on se fout éperdument. Alors là, c'est bien, ils vont faire une série sur Dunk et l'œuf. Je crois que ça se passe 100 ans avant Game of Thrones. Mais c'est juste un tout petit livre. Je le sais, je l'avais vu à la Fnac. C'est un tout petit livre, il n'y a pas beaucoup de pages. Les mecs, il faut faire cette série sur Jon Snow. Il faut faire cette série sur Jon Snow pour pouvoir enfin avoir tout l'accomplissement de cette prophétie. Pourquoi on nous chauffe autant? Pourquoi on nous en parle dans cette série House of the Dragon alors que c'est pas dans les livres Feu et Sang? Il faut qu'on nous en parle dans une série qui prendrait, voilà, qui nous donnerait toute l'importance, toute la mesure et tout l'accomplissement de cette prophétie. Il y a tellement de choses qui ont été laissées en suspens dans Game of Thrones. Et pour moi, c'est vraiment une frustration de voir George R.R. Martin et les showrunners s'intéresser à d'autres séries préquelles, alors qu'on pourrait faire une suite, mais ça serait tellement plus ambitieux d'aller au-delà du mur, d'avoir des vrais ennemis et pas juste une lutte fratricide, mais d'avoir
de l'épique, du mystique, du fantastique, de la vraie fantaisie. Voilà, parce que là, c'est pas pour moi de la fantaisie. Je suis désolé. Vous enlevez les dragons, c'est une série médiévale. C'est très bien, mais c'est pas vraiment de la fantaisie, House of the Dragon. Bon, c'est dommage. Malgré tout, ça reste très bon. Et cet épisode 3 est le meilleur des trois qu'on ait eu pour l'instant de cette saison 2, même si je continue à dire que la saison 1 était supérieure en tout point. Mais sûrement que d'ici les 5 prochains épisodes, il va se passer plein de choses. Je l'espère en tout cas. N'hésitez pas à me donner vos avis. Qu'est-ce que vous attendez de la série? Euh, Si vous connaissez les livres. Voilà. Après, voilà, maintenant que je vais poster la vidéo, vous pouvez commenter. Faut éviter de commenter tant que j'ai pas posté les vidéos pour pas spoiler pour les gens. Mais là, maintenant, vous pouvez dans les commentaires dire tout ce que vous avez pensé de l'épisode, 100% spoiler, il n'y a pas de souci. Mais voilà, vraiment, je vous le dis, c'est à la fois hypant et très frustrant. Et je vois pas trop l'intérêt de parler du prince qui fut promis et de la prophétie. Il faut vraiment que il corrige cette erreur de fin de saison 8 de Game of Thrones parce qu'il y a tellement mieux à faire et il y a tellement de réponses laissées en suspens. Voilà, c'était mon avis, 100% spoilers. N'hésitez pas à me dire le vôtre, petit pouce bleu si vous avez aimé. Et moi, je vous retrouve en fin de semaine pour une autre vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Portez-vous bien et ciao tout le monde.